Bienvenue sur ce webinaire sur ménopause et exposition au DES. C'est le troisième webinaire sur ce sujet et vous êtes nombreuses à vous être inscrites. Et maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Nous allons commencer par des questions qui nous ont été adressées. Et puis, il y aura des réponses aux questions que vous avez, je présume, transmises depuis que vous êtes entré en scène. Il y a effectivement quelques questions qui ont été publiées dans le chat. Je vais laisser la parole pour l'instant à Nathalie, qui va elle, prendre les questions qui nous avaient été envoyées au moment de l'inscription à ce webinaire, et puis on répondra aux questions diffusées dans le chat et aux questions que vous pourrez nous communiquer oralement juste Alors, après. très bien. Alors, Nathalie, à toi de jouer. j'ai déjà une dizaine de questions auxquelles je vais répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre préménopause compliquée, entre parenthèses adénomiose et hémorragie, et le fait d'être fille d'Istilben? Comme nous l'avons vu, oui, puisque l'endométriose en général, sous ces deux formes, euh, dans le muscle utérin ou autre, est multipliée par deux. C'est les filles DES. Quelles complications attendre? J'ai déjà dû être opéré pour une hystéroscopie car le col était fermé. Alors c'est un incident, pas grave, mais qui peut se produire chez les filles DES. C'est spécialement fréquent lorsqu'on a eu à pratiquer une intervention comme la conisation pour des anomalies du col. C'est que ce col, chez les filles DES, a tendance à se fermer. Ce n'est pas grave, mais ça gêne la surveillance, ce qui fait qu'on peut être amené à faire un petit geste de dilatation du col, tout spécialement pour poursuivre la surveillance. L'atrophie vaginale post-ménopausique est-elle différente et majorée chez les filles DES? Clairement, nous avons, je crois, répondu à cette question avec, disons, trois rangées possibles de traitements locaux: l'hydratant en abondance, lubrifiant si nécessaire, et puis, si besoin, employer aussi, sans trop hésiter, de traitements par estrogènes locaux. Il m'a été diagnostiqué en 2024 un cancer du sein. Je n'ai aucun antécédent familial. Le traitement. Alors, c'est une question intéressante, parce que lorsqu'on est frappé par un cancer, on a tendance à chercher une cause naturelle. Et il se trouve, alors j'ai refait le point très précisément là, il se trouve que 75% des cancers surviennent sans qu'il y ait de cause. Les causes les plus habituelles sont des cancers familiaux, et le risque augmente avec le nombre de cas familiaux. Et il y a aussi des anomalies génétiques qui, elles, peuvent donner des risques majeurs, un risque sur deux chez certaines femmes. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas toujours de cause et que finalement tout le monde peut être frappé en sachant que dans votre cas précis, les filles DS ne le sont pas plus que les autres dans cette tranche d'âge-là. J'ai débuté un traitement hormonal pour des difficultés de sommeil et d'irritabilité. Il a un effet positif, mais je m'inquiète parce que ma mère a eu un cancer du sein à l'âge de 65 ans. Quelles sont les recommandations pour les filles DES? Alors, le cancer du sein chez une mère de 65 ans augmente notablement le risque. Il multiplie par un facteur de 1,5 à 1,8 à peu près, ce qui n'est donc pas tout à fait négligeable. Alors, dans ces conditions, le traitement n'est pas exclu complètement, mais il faut le prendre le plus court possible. De plus, on peut considérer que les effets au point de vue psychique, sommeil, irritabilité, ne sont pas habituellement considérés comme une raison suffisante pour faire le traitement. Donc, je proposerai
tout de même par précaution d'arrêter le traitement et de voir si ces désagréments apparaissent ou peut-être éventuellement les traiter avec des médicaments directement adaptés, par exemple au trouble du sommeil. Est-ce que le traitement substitutif est recommandé même si on n'a pas de symptômes très gênants, comme la fatigue, les douleurs articulaires, les cheveux fins, etc. Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a eu des modes, et avant le coup de tonnerre des années 2000, il y avait une très grande quantité de femmes qui étaient traitées. Depuis qu'on a pu innocenter le traitement dans la plupart des cas, il y a une reprise qui est tout de même très euh, lente. Et le taux d'application du traitement hormonal en France est assez bas. Il faut bien dire qu'actuellement, alors il y a des débats entre les spécialistes, mais on peut dire cependant qu'il y a, par la majorité des spécialistes de la ménopause, c'est de conseiller le traitement, surtout s'il y a des conséquences notables. L'exemple typique est les bouffées de chaleur, l'ostéoporose. Et de plus, faire par principe le traitement le plus court. Et pour ce faire, il est bon de faire une réévaluation annuelle des conditions et de voir si les effets pour lesquels on a traité persistent ou non. Donc faire la dose la plus courte et tout de même, par principe, le traitement le plus court. Une question sur le burn-out. Âgé de 58 ans, ménopause à 50 ans, j'ai vécu un effondrement il y a 2 ans. Un burn-out a été diagnostiqué. L'effondrement hormonal doit jouer aussi. Depuis, brouillard mental, problème de concentration, ma gynéco est contre l'hormonothérapie. Que faire dans un cas délicat? Alors, il faut dire que la majorité, disons que dans le cas du burn-out, il est survenu d'une part 6 ans après la ménopause. Il n'est pas sûr dans ces conditions que la chute hormonale ait un rôle majeur dans cette situation. Alors, faut-il traiter maintenant, puisque la ménopause est déjà assez ancienne? Il n'est pas conseillé, on arrive à 8 ans, il n'est pas très conseillé vraiment de commencer à cette date-là pour une indication qui n'est tout de même pas claire. Donc, eh bien, je suis d'accord, c'est pas par esprit de confraternité, mais je crois qu'il est raisonnable dans votre cas, comme vous l'a suggéré votre gynécologue, d'éviter le traitement hormonal. Donc, je veux bien maintenant écouter vos questions. Il y a plusieurs questions sur les types d'œstrogènes qui peuvent être utilisés, notamment au niveau vaginal. Est-ce que c'est des œstrogènes de type progestant? Est-ce que ce sont donc les mêmes traitements que quand il y a des fibres? L'utrogestan est un progestatif. D'accord, donc c'est pas du progestant. Non. Mais est-ce que ce sont les mêmes types de traitements que ce qui a pu être prescrit pour des FIV? Il arrive qu'il y ait des molécules qui soient utilisées. Effectivement, l'utrogestan faisait partie des traitements. Alors, j'avais une question que je peux ressortir à l'occasion. C'est une femme qui a eu de nombreux traitements pour infertilité et elle se demande si, après un traitement pour infertilité, elle peut prendre un traitement hormonal. Alors, ça a été beaucoup étudié, les conséquences des traitements pour la FIV, et la conclusion est que ces traitements qui sont très, très limités dans le temps par rapport à des traitements hormonaux comme la ménopause, 5 ou 10 ans par exemple, ce n'est pas une contre-indication, même s'il y a eu de très nombreuses tentatives pour contre-indiquer le traitement hormonal de la ménopause. Voilà. D'accord. On a une participante qui dit que sa gynécologue lui dit qu'elle peut prendre l'utrogestan par voie orale pour la ménopause. Oui, c'est sa voie habituelle. Oui, d'accord.
Ça n'endort pas trop, ça? Si, et ça fait partie des effets bienveillants dans cette situation, dans cet âge, cette période-là. Oui. Est-ce que la colpotrophine est un œstrogène? Oui, Et on a aussi des questions sur quel dépistage après 65 ans pour le cancer du col, pour le cancer du sein après 70 ans. Alors pour le cancer du col, je crois qu'il y a eu une évolution, je crois avoir vu passer ça, à savoir que l'arrêt n'est pas forcément systématique à 65 ans, non? alors ça c'est un des points qu'on attend de la part de l'HAS. Je n'ai pas voulu détailler, mais en plus de la Non, non, fréquence, en de la, population générale. de la fréquence, la question se pose. Si on regarde les recommandations mondiales, les Australiens disent pas d'arrêt du dépistage. Les Américains, la société de colposcopie américaine, qui a fait un très gros travail de recommandation, elle est mi-chèvre-chou. C'est-à-dire qu'elle fait des recommandations officielles avec l'arrêt à 65 ans. C'est vrai on n'a jamais observé d'adénocarcinome. Enfin, il n'a jamais été publié au-delà de 65 ans. C'est ce qui nous a fait proposer dans nos recommandations il y a 2 ans de l'arrêter à 65 ans. Donc ça, c'est tout de même un point essentiel. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a rapporté sur les cancers classiques. Ce sont les études du Pays-Bas au-delà de 65 ans. Donc ces points-là vont être réévalués à la lumière de ces événements nouveaux et on attend l'HAS. On sera amené à participer aux travaux et toutes les données que nous avons là auront été transmises déjà à l'HAS et les décisions qu'ils ont à prendre sont effectivement, outre la fréquence des dépistages, si on doit continuer après ou non. En ce qui concerne le cancer du sein, j'ai déjà donné l'avis dominant maintenant, c'est qu'il est préférable de continuer sous la forme de ce qu'on appelle non pas le dépistage organisé, mais le dépistage individuel, donc pour le cancer du sein, au-delà de 74 ans officiels. D'accord. Alors par rapport au frottis, on a une participante qui nous dit voilà, c'est pas facile de trouver un frottis, d'obtenir un frottis. Finalement, en m'adressant à un gynécologue, j'ai réussi, mais c'est quand même pas facile. Les sages-femmes font le test HPV, mais pas le frottis. Est-ce qu'on pourra espérer avoir que des praticiens soient mieux informés ou voilà, formés ou Alors, informés? ben Nathalie, c'est bien pour cette raison que notre président et vous avez fait un très gros travail de lobbying qui a permis de décrocher, de même que Pierre Chirac que j'ai devant moi, de mettre en route l'HAS, puisque c'est la meilleure façon qu'il y ait des recommandations officielles, c'est leur fonction, et que partant de là, ce sera transmis aussi aux organismes d'assurance maladie et qu'il devrait y avoir moins d'obstacles, parce que ce que tu me décris, tu l'as entendu souvent aussi, et c'est souvent qu'il y a des obstacles effectivement pour l'avoir associé le frottis, c'est-à-dire l'étude cellulaire au HPV. On a une bonne espoir de progresser avec ces recommandations et nous ne manquerons pas de vous informer dans notre revue, dans notre journal trimestriel. Toujours au niveau du frottis, là, c'est une question plus sur la technique de frottis. Une adhérente qui nous dit que son gynécologue ne va pas faire un prélèvement au niveau du vagin parce que ce serait comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, je ne comprends pas bien la formule. Alors, il y a des études, étant donné qu'il y a une particularité, je ne l'ai pas détaillé, mais dans les recommandations ou les avis d'experts qu'on a émis il y a 2 ans, on avait précisé qu'il fallait faire un prélèvement au niveau du col, plus prélèvement au niveau du vagin. C'est une recommandation mondiale maintenant, et on peut s'attendre à l'évidence que l'HAS reprendra cette recommandation. On sait qu'il y a
bon, c'est mieux de faire les deux prélèvements parce que c'est une particularité des filles DES. Elles peuvent faire, ce qui est très rarement le cas dans la population générale, des cancers des deux catégories. Et nous avons vu qu'il y avait une élévation de cette fréquence découverte dans l'équipe des Pays-Bas. Et donc, il faut pousser, et ça, on va y insister. Là, cette technique est simple. C'est un geste supplémentaire qui n'est pas pénible pour la patiente et qui est simple. Donc, il faudra accentrer les habitudes pour les filles et ça fera partie sûrement des recommandations de l'HAS. Par rapport à des traitements hormonaux, est-ce que... je l'ai perdu. Quand on a eu un cancer hormonodépendant, est-ce que le THM est toujours contre-indiqué ou pas? Alors, Quand on a eu... cancer hormonodépendant, c'est le cancer du sein. Oui. La réponse est oui. Quand on a Alors, eu... alors ça, bon, disons que il peut y avoir des catégories de cancer, des conditions particulières qui font que l'oncologue, mais c'est vraiment lui qui peut décider, l'oncologue peut permettre effectivement, dans certains cas, un traitement hormonal. Mais on ne peut pas demander au gynécologue que je suis de faire le distinguo entre toutes les méthodes, toutes les catégories de cancer d'une part, et tous les traitements proposés, de me prononcer sur ce sujet. Pour le gynécologue de base que je suis pour ces sujets-là, c'est un contre-indiqué en termes médicaux. Au demeurant, si des oncologues qui connaissent beaucoup plus finement ces sujets considèrent que c'est possible, bien sûr, il faut suivre leurs conseils. Mais ce sont eux qui sont décideurs. Oui, donc là, il faut s'adresser à l'oncologue et non pas au... Absolument, absolument. Suite à après avoir eu une hystérectomie il y a 8 ans, est-ce que le traitement hormonal pour la ménopause, pour les effets secondaires, peut être prescrit? Non seulement il peut être prescrit, mais il est facilité. Parce que le traitement, il y a deux catégories de traitements hormonaux. Si l'utérus est en place, il faut impérativement associer à l'estrogène, qui est le produit utile, de la progestérone, une petite partie du mois, ceci pour éviter le risque de cancer de l'endomètre à l'intérieur de l'utérus. S'il se trouve qu'on a eu, pour des raisons diverses, une ablation de l'utérus, le traitement est simplifié puisqu'il suffit de faire des estrogènes. Toujours par rapport au traitement, est-ce que prendre de l'utrogestan pour une ménopause peut avoir un effet sur la tension artérielle? Et, oui, déjà, c'est la première question. Non, Et après, ce n'est pas reconnu dans les effets secondaires de l'utrogestan, que je sache. D'accord. Et quand on a comment ça s'appelle, de l'adénomyose, Oui. Si j'ai bien compris, il s'agit de... Alors ça, c'est ces petits tissus-là d'endomètre qui se baladaient partout. Donc il y a l'endométriose standard en quelque sorte. C'est à l'intérieur de l'abdomen, sur l'intestin, sur les ovaires, etc. Et dans d'autres cas, ces îlots de tissus vont creuser le muscle, et c'est ça l'adénomyose. Une appellation différente, simplement les manifestations sont différentes. Pour celles qui se trouvent plutôt vers les ovaires, etc., dans l'abdomen, ce sont des douleurs parfois très importantes. Et lorsqu'il s'agit de l'adénomyose, il y a parfois des douleurs, mais c'est surtout des saignements. Oui. Et justement, si les segments gênent trop le quotidien, est-ce qu'une intervention chirurgicale peut être envisagée? Alors, il y a différents traitements chirurgicaux possibles, tout à fait. Là, on est un petit peu sorti du cas de la ménopause, puisque on a vu tout à l'heure que avec la ménopause, cette adénomyose ne se manifeste plus. Oui. Combien de temps peut durer la périménopause? Elle peut être de nombreuses années, et c'est une période très difficile parce que on ne peut pas mettre en route de traitement. Cette période se caractérise par des balances de sécrétion hormonale avec l'alternance de poussées sans estrogène
où on a droit aux bouffées de chaleur et tous les désagréments, et après, des excès d'estrogènes. Et que dans ces conditions, on ne peut pas se permettre d'ajouter des estrogènes alors qu'on ne peut pas prévoir quand il y aura des bouffées spontanées d'estrogènes. Donc malheureusement, c'est une période difficile à traiter et qui peut durer assez longtemps. Alors, tant qu'on est dans la périménopause, on a une question. Si on a déjà des plaques d'athérome sous périménopause et qu'on est sous statine, est-ce qu'on peut espérer, quand on sera en ménopause, prendre un THM ou pas? Alors là, je passe la question directement à mes collègues cardiologues. D'accord. Donc, Stéphanie, nous reviendrons vers vous, mais s'il vous plaît, envoyez-nous un mail. Passez par la fiche contact Oui, de alors l'association. une remarque. Il y a des questions que j'ai mises de côté parce qu'elles sont euh, bon, très personnelles, par exemple, et nous gardons ces adresses-là et nous donnons simplement, on se donne des rendez-vous téléphoniques et on répond de façon plus personnelle et plus privée. Voilà, Voilà, et donc donc nous avons justement, on quelques avait... questions et je suis sûr que Nathalie a déjà une petite collection de téléphones et d'adresses mail. Oui. Nous allons nous occuper de ces réponses personnalisées. Voilà, on a également justement une question dans le chat qui rejoint qui rejoint ce que tu viens de préciser. Mais s'il vous plaît, pour nous poser des questions, effectivement, pour ensuite pouvoir être en contact avec le professeur Tonnerre, envoyez-nous un mail. On Voilà, va lui faire suivre et il vous contactera. envoyez un mail à Nathalie. C'est ça, à l'association. L'association, habituellement, on se donne un rendez-vous. Ou elle répond, ou on répond ensemble directement, ou éventuellement on se donne un rendez-vous téléphonique. Alors, j'avais vu une autre question. Donc ça, c'est les plaques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le brouillard cérébral? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour le brouillard cérébral? Et il faut dire que ce mot, je l'ai découvert en lisant les questions. D'ailleurs, une des questions comportait le mot, et elle fait partie maintenant des grands classiques des effets de la ménopause. Malheureusement, il n'est pas clair que le traitement hormonal ait un effet massif, majeur. Et là, on arrive aux traitements psy qui peuvent éventuellement aider. Et il ne faut pas se priver de consulter pour améliorer cette situation. Non, disons qu'il n'est pas nul, mais il n'est pas brillant, si on peut dire, le traitement hormonal, pour ce versant des conséquences. Est-ce que je peux apporter un témoignage personnel Si ce n'est pas trop indiscret. par rapport à tout ce qui est brouillard, difficulté de concentration? Je n'ai rien remarqué de ce genre chez toi. Tu es trop mignon. Euh, la méditation de pleine conscience euh, apaise et aide sur ce point-là. Voilà, c'est un témoignage personnel. Très bien. Euh, Merci pour ça. donc, il y a des questions sur comment faire pour informer les médecins, pour que les médecins soient mieux informés. Eh bien, nous espérons évidemment. Oui. Enfin, Là, je crois que nous profiterons des recommandations de l'HAS pour avoir des émissions assez importantes, prolonger la diffusion des informations de l'HAS justement auprès des médecins pour qu'ils soient informés, ce qui fait partie maintenant, comme nous sommes là dans ce qu'on appelle une maladie rare. Il faut bien dire que dans ces situations-là, on ne peut pas enseigner en détail toutes les maladies rares dans toutes les années d'université. En revanche, c'est le rôle des associations, et c'est un des rôles qu'on s'est donné, c'est d'informer les professionnels. alors, par rapport aux difficultés de concentration, aux troubles qu'on pourrait mettre sous une étiquette psy, on a une question sur des troubles neurodivergents de type TDAH. Est-ce que ça peut survenir au moment de la ménopause, ce type de trouble? Alors, je n'ai pas personnellement lu, nous essayons, toi aussi d'ailleurs, de collecter toutes les publications dans ces domaines.
Je n'ai pas vu d'études sur ce sujet-là. Et pas non plus sur le DES, on est d'accord. Pas non plus en lien avec le DES. Mais, ça On dépend, on a- on n'a de pas, quelle période de la vie on parle. peut-il y avoir des troubles neurodivergents chez les filles d'Es de type TDAH, notamment avec découverte tardive à la ménopause? C'est-à-dire, en fait, ce serait un diagnostic qui serait posé tardivement au moment de la ménopause. Oui. Mais Je crois que dans ce domaine, il y a beaucoup de publications. Malheureusement, les méthodes employées font qu'elles ne sont pas fiables. Et les études bien faites, c'est-à-dire avec des groupes bien appareillés de comparaison, n'ont pas montré tellement d'augmentation de TDAH. Toi qui lis toutes les littératures sur le sujet, est-ce que tu as en tête non, de telles conclusions? non, pas avec le. Non, Non, oui. non, 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 le TDAH et Distilbène, c'est plutôt petits enfants qui sont nés prématurément et comme tout Oui, ce qui enfant est une toute autre prématuré, ont des situation. risques accrus de TDAH. Oui, Donc, pas petit enfant d'Es ou pas petit enfant d'Es. C'est la prématurité, mais pas pour les enfants d'Es. oui. Donc, Euh, on ne est-ce peut que pas le, considérer que c'est démontré. est-ce que l'exposition in utero au Distilbène augmente le risque de cholestérol pour pour une jeune femme d'Est qui a des problèmes de cholestérol, alors qu'il n'y en a pas dans sa famille et qu'elle a un mode de vie sain avec de l'activité Ouais. physique, une alimentation équilibrée, etc. Alors, grâce aux énormes cohortes américaines qui font des recherches dans toutes les directions, et entre autres sur les effets médicaux, c'est de cette façon-là qu'on a repéré les effets cardiovasculaires, qu'il est important de connaître d'ailleurs. Et que je sache, il n'y a pas eu, parmi les très nombreux sujets, il faut dire que dans l'étude que nous avons faite, nous avions comparé 2000 femmes exposées à 3000 femmes non exposées. On avait très fréquemment des situations médicales, mais qui n'arrivaient pas à un degré qui n'était pas significatif, comme on dit, comme disent les statisticiens. Et cette pathologie-là ne fait pas partie de celles qui ont été retenues dans ce filet que passe cette très grosse équipe américaine et qui périodiquement revoit toutes les pathologies dans leur cohorte qu'elles suivent depuis maintenant combien de temps? Les années 70 à peu près. C'est ça. Voilà. Oui. Et puis, il y avait une question sur pour la consultation ménopause, où pourra-t-on consulter? Alors, la consultation ménopause qui vient d'être votée dans le cadre du plan de financement de sécurité sociale, donc elle est votée, elle est financée. Nous nous y intéressons de très près à l'association, Oui, puisqu'effectivement, ça va être, c'est une occasion aussi de faire parler, d'aborder le sujet du distilbène. Pour le moment, il n'y a pas d'éléments précis sur la mise en place de cette consultation, et nous nous renseignons. oui. Et nous transmettrons, Oui. absolument. Est-ce que l'incontinence urinaire avec la ménopause peut se régler par une intervention chirurgicale? Tout à fait efficace. C'est quel type d'intervention, Michel? On pose quelque chose, un filet, ou enfin, je sais pas, parce que je sais Il y a qu'il y a des. plusieurs méthodes. Il y a dans certains cas, on peut être amené à resserrer les tissus, tout simplement. Dans certains cas, on doit mettre des petites bandelettes et ce sont des interventions qui ont une très bonne efficacité. D'accord. Je crois. Alors, on a eu une question aussi sur est-ce que ce diaporama sera disponible avec les recommandations pour les médecins traitants? Alors, la réponse est oui, le diaporama sera disponible également. Et puis, je ne sais pas, je crois que on a fait un petit peu le tour des questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que certaines d'entre vous préfèrent poser des questions oralement? Auquel cas, vous pouvez activer vos micros. J'ai vu que Stéphane avait rappelé que le guide pratique est sur notre site internet, dans toutes les pages. Il figure sur toutes les pages. À la fin de la page, à la fin de la page en bas de page, sur toutes les pages, vous pouvez télécharger le guide pratique. Nous n'avons pas fait de mise à jour du guide pratique l'année dernière puisque nous attendons les recommandations de la HAS.
Ça fait partie des choses que nous envisageons et on est dans les starting blocks et c'est la HAS qui donnera le coup d'envoi. Euh, donc voilà, mais là, vous aurez plus d'informations. J'espère que vous serez nombreuses aussi à participer à l'Assemblée générale qui aura lieu mardi prochain. Alors, on a beaucoup de remerciements. Merci pour toutes ces précisions. Un grand merci au professeur Tournaire. Merci infiniment, professeur Tournaire et l'équipe de l'association. Merci pour ce webinaire. Merci pour tout. Est-ce qu'il y a des maladies auto-immunes exacerbées à la ménopause? Alors, je donne ma langue au chat. Y a-t-il des maladies auto-immunes liées au DES? Alors ça a été beaucoup étudié et on n'a pas trouvé d'augmentation des maladies auto-immunes. Point important. Il y a toujours donc des remerciements. Merci, on se sent soutenu. Merci infiniment, professeur. J'ai accouché dans votre service il y a 22 ans. Oh là là. Merci infiniment. J'avais zappé l'association depuis 20 ans, même si les ennuis ont duré depuis déni, point d'interrogation. Écoutez, Agnès, on fait ce qu'on peut dans la vie, hein. Il y a des moments où on se sent en capacité de se rapprocher d'une association, puis des moments où c'est pas facile de dire que tous les 3 mois, on va recevoir quelque chose qui va nous rappeler quelque chose de dur, hein, dans notre vie. Donc, n'allez Nat- pas, en plus de cela, culpabiliser. Non. Nathalie, il y a Fanny qui a levé la main. Ah, pardon. Oui, heureusement, Bonsoir, Stéphane, que tu es. bonsoir, professeur. On parle souvent de la recommandation de surveillance jusqu'à 65 ans, mais après 70 ans, est-ce qu'il faut continuer et jusqu'à quel âge? Mon gynéco a Oui, l'air de me oui, dire que ce serait tout à jusqu'au fait, bout. c'est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Mhm. En ce qui concerne, par exemple, la surveillance pour le cancer du col, disons qu'il est recommandé. Alors oui, je n'avais pas fini mon propos tout à l'heure. Bah Les ouais. recommandations américaines faites par la Société de colposcopie américaine, ils ont fait un très gros travail, mais dans lequel ils disent il n'y a pas de raison médicale forte de continuer au-delà de 65 ans, mais s'il y a une entente entre le médecin et sa patiente, on peut continuer. Alors c'est c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit lobbying de mes collègues gynécologues qui a voulu un peu tempérer cet arrêt à 65 ans. Alors tout de même, il y a un élément tout à fait sérieux, c'est que les études américaines d'une part et des Pays-Bas que j'ai signalées montrent qu'il y a encore tout de même des cancers Ah oui. au moins jusqu'à 65 ans. Et pour ce qui concerne le cancer standard, puisqu'il y a une sorte de poussée remarquée aux Pays-Bas, ne serait-ce que pour ça, cette fois pas pour le cancer très rare à cellules claires, qui est très particulier au FIDS, mais pour le risque augmenté de cancer standard, il est possible que l'HAS, ce sera son travail, recommande d'aller plus loin. Pour ce qui concerne le cancer du sein, je crois que clairement, il est recommandé. Je connais bien le docteur Espier, qui est un symptôme, j'allais dire, et qui réfléchit bien dans le sens de l'intérêt général des patientes. Et il trouve très difficile de voir apparaître des cancers qui auraient été repérés très longtemps avant, facilement guéris, sous prétexte qu'on avait arrêté le dépistage. Donc clairement, on peut conseiller, je m'appuie sur ces recherches et ces conclusions, on peut conseiller de prolonger les mammographies tous les 2 ans au-delà de 74 ans. Mhm. D'accord. Non. Merci beaucoup. On a également une question à nouveau sur l'intervalle entre deux frottis. Actuellement, les recommandations, donc c'est un avis d'expert réalisé avec la société de colposcopie, c'est tous les 3 ans. Oui. Nous attendons les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour voir ce qu'elle va, sur Voilà. ce quoi elle va se prononcer. Bon, il est probable, avec les données récentes que nous n'avions pas, que cet intervalle va se rapprocher. Alors, en gros, c'est pas très compliqué. Ça va être tous les 2 ans ou tous les ans. Les 2 ans, c'est ce qu'ont retenu les Hollandais.
ou les gens des Pays-Bas, comme il faut dire. Mais bon, voilà. Les recommandations mondiales, pardon, sont tous les ans. Donc, l'HAS va décider tous les 2 ans ou tous les ans. Oui. Mais on devrait avoir la réponse, on espère, dans pas trop longtemps. On a une question sur DES et fibromyalgie. Y a-t-il un lien? Alors, il se trouve que comme j'ai eu la question, je présume que c'est la même personne, je suis même presque sûr que c'est le cas, j'ai fait une recherche, et il faut bien dire que notre métier est bien facilité par ChatGPT, et qui m'a sorti une évaluation très complète. J'étais d'ailleurs amusé de voir que notre publication dont je parlais tout à l'heure était citée, et il y avait des cas, mais qui n'étaient pas augmentés de façon significative. Et de la même façon, dans une publication américaine, il n'y avait pas d'augmentation, il y avait quelques cas, mais dans aucune des études, on a mis en évidence d'augmentation de la fibromyalgie chez les filles DES. Voilà. Et je salue notre patiente. Si je ne me trompe pas, elle est même très loin. Bon, je ne dévoilerai pas mes informations. Voilà. Voilà, donc, et on a donc encore quelques remerciements. C'est trop. Merci de votre présence. Merci à toutes Ça de me votre donne le plaisir de participation. continuer mon métier de façon clandestine, enfin pas très clandestine finalement, un peu visible. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire signe et c'est avec plaisir qu'on vous répondra ou qu'on prendra un contact plus direct. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous.